Tu veux quoi, bouffon? Votre attention, s'il vous plaît. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Une première ce soir, c'est le Hip Show! En exclusivité sur YouTube tous les lundis soirs, deux chroniqueurs que tout oppose se réuniront pour vous faire une synthèse hebdomadaire sur le basketball. Waouh. Bon, bonjour et bienvenue à tous dans notre première émission intitulée The Rip Show, un podcast qui sortira de manière hebdomadaire. Attention, dans hebdomadaire, il y a dromadaire, dans dromadaire, il y a chaque semaine. Eh oui, une émission qui sortira chaque semaine, je vous prends pour des cons. Elle sortira chaque semaine et elle tentera de résumer tout ce qui s'est passé dans la NBA, au travers de différentes chroniques totalement. Et on commence d'ailleurs avec la première chronique intitulée Les Big News. Et qu'est-ce qu'on a en Big News? L'Injury Report. En grosse news en termes d'Injury Report, on a quand même la blessure à l'épaule de Gordon Hayward qui fait pas beaucoup de bien, je trouve, aux Hornets parce qu'ils étaient déjà un petit peu faiblissants. On sait qu'ils sont dans un projet un peu de tanking pour peut-être récupérer Wembanyama. Voilà, c'est ça. Ils en ont honnêtement rien à faire. Enfin, non, pas tellement. Mais en fait, là, la seule matière qu'ils auraient pu avoir avec avant cette blessure, c'était lui donner de la valeur pour avoir une bonne pièce d'échange. Ouais, c'est ça. Là, il n'y a plus de trade possible en fait. Si, en vrai, il y a un trade qui est possible, mais il s'inscrit pas du tout dans le projet. Et l'idée, c'était de montrer que justement, Gordon Hayward n'est pas celui qui se blesse tout le temps comme on le voyait ces dernières années. Dommage, mauvaise pioche. Mais c'est pas celui qui se blesse tout le temps, c'est celui qui peut apporter du scoring, qui peut apporter de l'intelligence de jeu, que ce soit hors du banc ou dans le 5. Donc ouais, si, c'est bête pour eux. Après, en soi, ça peut servir leur projet de tanking, donc à voir. C'est ça, sachant qu'ils ont quand même perdu Lamelo qui est revenu un match pour se reblesser directement. Donc ça fait un peu chier. Après, pour moi, le gros point négatif, c'est que ça pouvait être une pièce de trade avec Terry Rozier s'ils voulaient envoyer quelqu'un. Surtout qu'il y avait des bouffons comme les Lakers qui étaient intéressés par Miles Bridges, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, Du lui-même. coup, ça fait que ça casse un peu le rythme. Ceci dit, les Hornets, à part un imbécile de mon nom qui les avait mis en play-in, personne n'attend rien. Ensuite, en autre injury, on a face aux Lakers hier soir, c'est pas grand-chose, mais ça peut un peu faire chier quand même le Spurs. C'est Sohan et Poeltl qui se blessent, ils n'ont pas fini le match. Alors qu'en back-to-back contre nous, ils avaient fait quand même des belles performances, je trouve, notamment Sohan qui est D'ailleurs, très sur le match, Westbrook, il sort blessé finalement ou... Il y a eu une action très bizarre où j'ai pas compris. Je crois que c'est Trey Jones qui lui prend la balle et il sort en boitant. Et puis l'action d'après, il est de retour. Et puis, Non, mais moi je parlais pas de ça, je parlais avec Zach Collins. Ah non, il revient avec un magnifique petit pansement de bébé sur le sommet du front pour tirer ça. son Mais est-ce que du coup, justement, il ressort. Est-ce qu'il est noté maintenant sur la liste des blessures, tu sais, genre en commotion cérébrale? Est-ce qu'il va avoir un ou Pas deux du tout. jours En tout cas, d'absence? je l'ai pas vu du tout dans l'Injury Report. Honnêtement, pour moi, c'était spectaculaire parce que ça a saigné et ça faisait vraiment. On a l'impression que c'était Georges Saint-Pierre en mode il fait du MMA, alors que pour le coup, il est vraiment revenu avec un pansement de bébé sur le front. Il avait l'air très très con et je crois qu'il l'a enlevé tout de suite après, une fois que ça avait arrêté de saigner, il l'a tout de suite enlevé, donc non, il avait absolument rien. En termes de trade rumor maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a quand même du beau monde. On va sûrement attendre, je pense, le 15 décembre pour faire sauter tous les recently signed et c'est là que ça va un peu péter, mais il y a quand même du Tobias Harris du côté Comme d'hab. des Ça Sixers. fait vraiment depuis son trade, je crois, qu'il est sur la liste. Depuis Jimmy C'est ça. Butler, etc. À voir si ce sera l'année de le faire sauter ou pas. Mais pour l'instant, rien de sûr. Il reste très cher. Il reste très cher en fait. C'est vraiment une grosse pièce. Et pour un gars qui est niveau All-Star, mais qui est pas All-Star, quoi. Donc en fait, tu sais pas quoi envoyer, tu sais pas comment l'envoyer, tu sais pas dans quel projet il peut s'inscrire. C'est ça. Donc en fait, tu peux avoir des doutes. Et c'est pour ça que justement, à mon avis, il est pas ultra recherché, tu vois. C'est ça, il n'y a aucun projet, aucune proposition. Donc après, c'est pas un gars qui, je pense, t'emmerde en termes de vestiaire. Les Hawks, ça bouge beaucoup. On met John Collins sur le marché. Et on met aussi Bogdanovic, qui, je crois, est out pour le prochain match, où il était out face aux Rockets. Il y en a un qui est intéressant, l'autre qui, pour moi, ne l'est pas. Bogdanovic, je pense, peut être un bon mercenaire qui va être dans des équipes qui ont un projet, et c'est un gars qui shoot et qui a une bonne rigueur. John Collins,
J'ai l'impression que ça fait quand même depuis finalement sa signature qu'ils veulent s'en débarrasser, quoi. Oui, même avant. Pas vraiment, ils veulent s'en débarrasser, mais en fait, tu vois très vite le. Enfin, non, tu vois très vite. En fait, ce serait méchant de le dire, mais en fait, tu vois plus ou moins le plafond qu'il peut t'offrir. Tu vois que avec. Après, peut-être que je suis pas assez dans les papiers de la franchise, mais de ce que tu vois, les relations avec Trae Young, c'est pas toujours au beau fixe. Donc, tu peux avoir des doutes, tu peux te dire, ouais, est-ce que c'est vraiment le gars qu'il nous faut? Est-ce que justement, ce serait pas la meilleure pièce qu'on aurait dans notre effectif pour la trade, pour récupérer un autre joueur euh, calibre ça, À ou alors avec l'intérieur. un intérieur qui soit assez intéressant. Après, il faut dire que Collins, c'est vraiment un assez beau projet en fait dans l'idée en 4. Ouais, il a quand même sauté au-dessus d'un biplan. Ça, Voilà, bon, il a pété l'aile, mais il n'empêche, il avait quand même les petites lunettes d'aviateur et on peut pas lui en ah, vouloir. ah là là. Mais non, dans l'idée, c'est surtout genre il est très athlétique, il est en 4, il peut scorer et se débrouiller. Après, bon, voilà, il a des limites, c'est clair et net, et c'est peut-être ça que les Hawks cherchent à améliorer. Surtout qu'en plus, de ce que je vois, en fait, les Hawks ils ont toujours, là, c'est depuis ces dernières années, ils ont toujours été très actifs à la deadline, ou même Ouais. pendant l'été. Et là, genre, ils ont du monde qui est sur la liste, hein. Ils ont comme tu l'as dit, du Bogdan, ils ont du John Collins, ils ont Clint Capella, qu'ils C'est chercheraient vrai, beaucoup à trade. c'est vrai. Donc, ouais, non, en fait, il n'y a rien de sûr là-bas. Tout ce qu'on sait, c'est que ça peut bouger, ça peut péter, et à tout moment, en fait, rien n'est sûr, hormis Trae Young et Dejounte, quoi. Ensuite, en rumeur, je crois que c'est les Warriors qui sont quand même pas mal positionnés pour un Jacob Poeltl et un Miles Turner. Il y a aussi les Clippers qui cherchent aussi à chercher un backup pour défendre à l'intérieur, parce que c'est vrai qu'Ivica Zubac, c'est un peu une passoire. Donc il y a Miles Turner, on savait que les Pacers voulaient en faire quelque chose de toute façon, ne pas le laisser partir parce qu'il va pas signer, il va partir sur un gros marché, mais ils veulent. Oh, ça peut être l'opportunité ou jamais pour les Clippers, justement. Parce que là, justement, Miles Turner, plus le temps passe et plus tu te dis, bon, est-ce que les Lakers feraient le pari? Oui, en vrai, oui, ils devraient. Mais est-ce que ce serait la meilleure valeur? Et sachant que plus la deadline va arriver, plus c'est sûr et certain, les Pacers vont paniquer, et à raison. Mais les Pacers vont paniquer parce qu'ils veulent à tout prix une contrepartie et vont l'échanger contre des cacahuètes. C'est vrai que le Miles Turner, il va dégager parce que je pense qu'en plus, au-delà de ça, les Pacers, même si aujourd'hui ils sont quatrième de l'Est et qu'ils ont quand même, on en reparlera aussi tout à l'heure, mais c'est une équipe qui a sur plein de points beaucoup d'aspects positifs. Est-ce que c'est vraiment le but d'aller en playoff pour se faire casser la gueule au premier tour? Je pense pas, donc c'est sûr que de toute façon Miles Turner ça va dégager. Moi je suis assez surpris pour Jacob Poeltl, pour être très honnête, parce que on l'a joué quand même 3 matchs d'affilée avec les Lakers. C'est un très bon joueur qui est assez complet, qui est bon sur pick and roll, c'est pas un pivot extraordinaire. Dans une équipe qui tank, c'est pas la pièce que tu On est cherches à d'accord. avoir en fait. En sens, en fait, si justement il jouait un peu le play-in, etc., s'il cherchait à être bon, il aurait pu avoir le rôle qu'avait à l'époque un Jonas chez les Grizzlies, tu vois. Mhm. Genre un gars qui avait un peu d'expérience, un peu de. Bah, qui est un peu. Qui sait jouer en fait son rôle et qui est vraiment très valuable à côté d'un groupe de jeunes. Ça Mhm. aurait pu marcher, mais là justement, en fait, il cherche à tanker. Le gars est très bon, le gars est recherché, le gars est convoité. Fais en sorte que tu le traites pour des pièces qui te seront utiles à l'avenir. Parce qu'en plus, là, plus il y a des jeunes qui vont arriver, plus il y a des chances qu'en fait son poste soit squeezé, que lui il soit saoulé et tu vas y perdre en fait. Donc en fait, t'as aucun intérêt à le garder en soi. Après, ça C'est reste un ça. très bon gars, ça reste un bon soldat pour Pop, qui visiblement a l'air de bien l'aimer depuis qu'il a été trade avec DeRozan. Ouais. Donc ouais, ça a l'air d'être un bon gars, mais tu peux en tirer vraiment quelque chose d'intéressant. Ah là c'est Ce serait sûr, parce dommage d'y perdre. que il a une grosse value et de ce qu'il montre en tout cas, moi de ce que j'ai vu face à nous, il a une palette quand même qui est relativement complète et ça je pense que son passage aux Spurs ça lui fait du bien parce qu'il fait que monter en puissance quand même. Après il a eu les minutes pour. Moi je le verrais bien dans un projet comme celui des Warriors pour être honnête. Je pense pas que Miles Turner pourrait fitter avec les Warriors en étant très honnête. Poeltl je pense avec Curry c'est une bonne association, il est malin et il a été à bonne école. Bon, parce que ça fait 20 minutes que c'est sur les trains, on va finir rapidement. Les petits noms qui sortent quand même, on a du côté des Knicks, on met quand même sur le marché Quickley pour des clopinettes, hein, c'est le terme.
il est pas très bon sur cette saison, mais il a quand même prouvé au Madison qu'il était capable de finalement d'être la surprise et de prendre le Il a rôle des capacités, mais de certains quoi qu'il joueurs. arrive, en fait, là, les Knicks, c'est ce qui se rapporte apparemment dans la ligue, chez les exécutifs, c'est Mm. qu'ils essayent de rassembler un maximum que ce soit de jeunes talents ou alors de tours de draft, etc., pour pouvoir, dès qu'il y a l'opportunité, faire un gros trade en envoyant beaucoup d'assets pour une star. Ouais, Et visiblement, ils ont peut-être une star en tête, ou alors ils essaient de prévoir le moment où cet été, il y aura la star qui sera dispo. Peut-être c'est qu'en ce ça. moment même, ils sont déjà en train de draguer. Est-ce que Julius Randle est encore dans les plans? Evan Fournier, on sait que ça veut et C'est ça sur va la partir. sellette, hein. C'est sur la sellette Bah, aussi, hein. il Des est hors de trade la rumors, rotation, quoi. quoi. Donc ouais, c'est à voir. En tout cas, le projet Knicks, pour être honnête, moi, je suis assez intrigué. Je suis assez intrigué aussi parce que une belle signature a été quand même celle de Bronson, qui prouve cette saison que c'était pas que le backup de Doncic et que d'ailleurs les Mavs en payent un peu les Non, pots mais c'est pas cassés assez. de l'absence de Bronson. Non, c'est pas assez, mais disons que pour l'instant, je veux dire, les Knicks font une saison, un début de saison correct en 9-10. Ils sont en 9e, ils sont en play-in, quoi. Terminé pour les big news, je dirais. L'action de la semaine, parce que je suis un LeBron sexual, le alley-oop de LeBron James et Westbrook. Si j'ai les droits, je vous mettrai l'image. Je rappelle qu'ils ont 34 et 37 ans. Voilà. McDermott having problems. Reed's got a hand on a 3-on-1. Russ, LeBron! Russ to LeBron! Throw that baby Troisième down. rubrique, ou deuxième, parce que l'introduction, je l'ai notée comme une rubrique. Le bilan de la ligue. On va essayer de synthétiser pour vous tout ce qui s'est passé, les hauts faits, les déceptions, les surprises, et essayer de faire une synthèse sur le classement général à l'Est et à l'Ouest, pour résumer un petit peu les up and down de certaines équipes. Là, vu que c'est la première émission, on va essayer de aussi résumer tout ce qui s'est passé au cours de ce premier mois de NBA. Et on commence directement avec les déceptions. Je vais peut-être commencer. Du côté de l'Est, ma grosse déception sur globalement l'intégralité de la saison, c'est Miami. Miami qui, je crois, était quand même mis assez haut dans les rankings. Je crois que je l'avais mis 4 ou 5e. L'année dernière, ils avaient quand même fait une finale de conférence qu'ils avaient failli voler au buzzer. Et il y avait des arguments sur le fait que l'équipe était pas très jolie, il y avait eu des blessures, etc. Ils n'étaient pas forcément en rythme. Et on s'attendait quand même, je crois que c'est la 3e ou 4e année de contrat de Bam Adebayo. Après son extension, on s'attendait quand même à peut-être quelque chose de supérieur. Et en tout cas, moi de mon côté, je suis très déçu. Je les trouve pas au rendez-vous. On rappelle quand même qu'ils sont hors play-in. Ils sont en 9-11. À l'heure où on enregistre, on est dimanche en début de soirée. Ils sont hors play-in. Cette semaine, ils sont en 2 victoires, 1 défaite. Donc ils sont en 5-5 sur les 10 derniers matchs. Mais bon, s'ils n'avaient pas gagné 2 matchs, ils étaient au même niveau que nous. C'est-à-dire que les Lakers, ils sont en 7-11. En termes de déception, je trouve que le Miami Heat, on n'en parle pas suffisamment. On s'amuse bien à taper sur certaines équipes, mais pas forcément sur le Heat. Alors il y a eu beaucoup d'absences. Il y a des raisons aussi à cette déception, c'est qu'il y a eu quand même pas mal d'absences. Sur 20 matchs, Jimmy Butler, il en loupe 7. Notamment, je crois, il est absent depuis 5 ou 7 matchs. Et ça fait un petit peu mal. On a l'impression que Spoelstra, il essaye de jongler un petit peu avec son quatuor de luxe, qui est Caleb Martin, Max Strus, Gabe Vincent et Nikola Jovic. Donc à l'image de Kendrick Nunn qui est chez nous, ça marche très bien sous Spoelstra. Après, on sait ce que ça vaut à l'extérieur. Ça ne marche pas forcément. Et certes, ils peuvent mettre des double digits à certains matchs, mais je trouve que on sent qu'ils sont sur une pente descendante, que collectivement, il peut y avoir des belles choses, mais ils n'ont pas eu un calendrier très compliqué non plus. Globalement, c'est vieillissant en fait. C'est vieillissant. Kyle Lowry, il est dans son registre, mais il est sur le déclin. Alors, certes, je crois que c'était avant-hier, il fait un gros match où tout le monde en TTFL était heureux de l'avoir pris. Enfin, les 3 couillons qu'il avait pris. Mais c'est vieillissant. Bam Adebayo, pour moi, il est pas si dominant. Alors, j'ai quand même regardé les stats. Il est sur une lente progression depuis la signature de son contrat, qui était dans la veine de celui de Brandon Ingram et Tatum, qui est genre à 160 millions sur 4 ou 5 ans. Mais je le trouve décevant. C'est quand même un gars physiquement qui a des arguments. Alors, ok, il a 25 ans, mais il est dans un registre largement inférieur à celui qu'il pouvait avoir les saisons d'avant. Il a que 52% de réussite au field goal pour un pivot.
Sachant qu'il En prend fait, pas tant de ce tirs qui que est ça. décevant chez Miami, c'est que les joueurs qui dénotent et qu'on retient, c'est des joueurs qui sortent, qui sont soit en two-way, qui étaient soit en two-way, qui étaient en undrafted, etc. C'est ça. Genre des Max Truss, des Gabe Vincent, ce genre de joueurs comme ça en fait qui sortent un peu de nulle part mais qui prennent très vite chaud. Tu Ouais, vois, à l'image des Duncan Robinson à l'époque ou des trucs comme ça. c'est Et ça. à côté, tu es censé avoir un Tyler Hero qui globalement est soit pas là, soit décevant. T'as Bam Adebayo qui est censé être la pièce jeune, un des gars qui se défendait comme étant le troisième meilleur défenseur de la ligue, je crois, un truc dans le genre, C'est ça. et qui est pas du tout au niveau. Jimmy Butler qui porte la baraque tant bien que mal, et il y a parfois beaucoup de déchets. Kyle Lowry, il a fallu attendre un gros moment avant qu'il lance sa saison, et là encore, on est sur des hauts et des bas. Ouais. Autour de lui, ouais, en fait, c'est pas que c'est mal construit, parce que au grand jamais je critiquerai Pat Riley, mais en fait, genre, ça fait pas cohérent, ça fait pas groupe uni comme on l'a pu le voir les dernières années avec Spoelstra. Et, C'est ça. et du coup, c'est compliqué. Ils ont beaucoup tablé sur la grinta, sur les joueurs qui ont du physique, de l'expérience, en fait, beaucoup de QI basket. Mhm. Mais visiblement, c'est le moment où ça fait défaut. Il y a peut-être trop de QI basket où on pense pas assez en termes de basket pur, beau, joli, général. Et c'est ce qui leur fait défaut en fait. Et du coup, ils sont pas beaux à regarder, ça ne clique pas, ça ne marche pas des masses. Alors ça peut repartir après coup, mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué. La seule chose qu'on peut leur donner, c'est que c'est vrai qu'ils ont une des infirmeries les plus remplies de la NBA. Avec là ces derniers temps quand même pas mal de gars qui sont absents sur un match, qui vont être out ou questionable ou day to day. Tu parlais de Duncan Robinson, pour moi c'est aussi un point noir. C'était un des artisans de ce Miracle Run de 2020. Il fait plus du tout le café. Il a été un peu écarté des parquets, je crois, c'était la saison dernière. Et encore, là, cette saison, il a joué que 9 matchs, si je dis pas de bêtises. C'est pas du tout la relève des Splash Brothers, comme on aimait le dire avec Tyler Hero. Et pareil, Tyler Hero. Alors, la saison dernière, il est Six Man of the Year, si je dis pas de bêtises. Et il est un petit peu en dessous de ses standards de l'année dernière. Ça reste quand même un très très bon joueur, mais c'est vrai que si on doit faire une conclusion sur Miami, ça clique pas forcément, et je tiens quand même à le dire, ils ont affronté très peu d'équipes de haut de tableau, plus des équipes de leur niveau, dans la range play-in, sortie de play-in et 6e, 5e spot. Les grosses équipes qu'ils ont affrontées, c'était Portland en début de saison quand ils étaient premiers, les Celtics et les Suns. Sinon, le reste, c'est des équipes de bas de tableau, genre des Hornets, ou des équipes de milieu de gamme, tu vois. Donc, Miami un peu déçu, à voir ce qu'ils vont refaire. Si l'infirmerie est un peu moins remplie, peut-être que ça a plus cliqué. Polstra est capable de faire des miracles. Je suis sûr qu'on les verra en playoff, mais Surtout que dans l'idée, les rumeurs qui sont autour pour essayer de fixer le problème et d'avoir du sang neuf dans l'équipe, bah c'est du sang qui est neuf qu'en apparence en fait, parce que ça parle de Jake Roder et Russell Westbrook de ce que j'ai vu. Donc ah en tout cas, à mon sens, c'est pas ça qui va te sauver, tu vois. C'est bizarre. C'est bizarre. Écoute, ça peut marcher peut-être en playoff. Après, c'est l'expérience playoff. Ça se trouve, ils y vont. C'est peut-être une essence. Ils vont doucement et puis finalement après, on verra. ouais. Et toi, quelle est ta... Bah écoute, t'étais à l'est. Je repars à l'ouest. Ok. J'ai des a priori envers cette équipe de base envers certains de leurs joueurs, mais globalement, c'est les Wolves. Les Wolves du Minnesota qui me déçoivent énormément, qu'on mettait tous très haut après évidemment le gros run, enfin le gros trade pour Rudy Gobert. Tu t'attendais à avoir un 5 vraiment balèze de fou avec un banc même qui pouvait montrer des choses. Il y avait du sérieux dedans, donc ouais, tu hésites et bah, dans l'ensemble on souffle quoi, parce que bah, Gobert, c'est moyen. Dilo, il tient la baraque à certains moments. Il y a beaucoup de moments d'ailleurs où je trouve que ça vient de lui. Mhm. Sinon, dans l'ensemble, Anthony Edwards, il est très décevant. Il est très très décevant. Il sent pas du tout en phase avec qui que ce soit dans l'équipe, j'ai l'impression. Kat, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que justement, on lui a laissé trop de liberté à lui dire c'est bon, tu n'as plus besoin de défendre, tu n'as plus besoin de faire les minima en défense parce que tu as Rudy Gobert qui est derrière, qui est un fait. Mais C'est vrai. du coup, dans l'ensemble,
bah, tu t'attendais à plus d'impact offensif, tu t'attendais à quelque chose où il se sentait plus libéré, plus entouré, avec vraiment une équipe qui, lui, pour le coup, il l'a composé, quoi. Il y a son meilleur pote avec lui, il y a Anthony Edwards, le petit jeune, qui est là, qui craquait tout et qui était. Bah, on s'attendait vraiment à de la saison All-Star, et c'est dommage. Et ouais, il y a du monde en fait, et finalement ça clique pas. À côté de ça, t'as Jaden McDaniels qui est là, mais qui finalement, je pense qu'il est. J'ai l'impression dans l'ensemble qu'il est plus décevant. En fait, je m'attendais à ce qu'on parle un peu plus de lui, etc. En mode la nouvelle pépite, etc. Le nouveau joueur qui peut exploser, Mm. à l'instar d'un Matisse Thybulle à l'époque, d'un un 2-3, etc. Voilà, lui, en l'occurrence, il est vraiment 3, mais qui éclate et qui est vraiment intéressant, qui a un petit nom qui commence à se faire, etc. Qui a un taiseux, mais qui fait le café. Ils ont recruté Kyle Anderson que je voulais absolument chez moi, mais tant pis, il est parti là-bas et tu te disais bon bah voilà, le banc il commence à être rassuré, il est bien. Bah finalement ils sont 9e, ils sont à la bataille bah, actuellement il y a le Jazz qui est en train de descendre, ils sont quasiment au même niveau, mais le Jazz ils étaient très bons et ils sont sur une losing streak de 4. Mm. Ils sont au même niveau que les Warriors quasiment, qui sont crado comme on en parlait un peu avant, enfin crado, on s'entend. Ouais. Ils sont tout juste en play-in et il n'y a pas si longtemps, ils étaient même pas en play-off, quoi. Dans l'ensemble, c'est décevant parce on aurait clairement pu les attendre à les mettre 3, 4e de l'Ouest. Après, Ou ça a l'air. deuxième, hein, comme moi par exemple. Bah, je suis Oui, par totalement exemple. d'accord avec toi, je trouve que c'est décevant. Après, c'est vrai que faut pas oublier que bon, ils ont eu un calendrier qui n'était pas si, si compliqué que ça ces derniers temps. Là, sur les 6 derniers matchs, ils sont en 5-1. C'est-à-dire que là, ils ont gagné, ils ont perdu une défaite très con face aux Hornets, Oui. qui venait de perdre d'ailleurs Gordon Hayward pendant le match. Ils ont quand même fait une streak de 5 victoires. Ils se replacent un peu. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu prends Rudy Gobert, c'est pour une raison, ça défend. Alors, j'ai vu la stat. Quand Rudy Gobert et Kat sont tous les deux sur le terrain, il y a un defensive rating de 106. Quand Kat part et qu'il n'y a que Gobert, ça passe à 109. Et quand Gobert part et qu'il n'y a que 4, ça monte à 116. Donc, Ouais, mais est-ce que tout simplement, en fait, il y a un truc qui clique pas dans le vestiaire, ce qui fait que ça ne marche pas. Genre, tout le monde a vu passer la stat du nombre de passes qu'a fait Anthony Edwards à Rudy Gobert depuis le début de la saison. Enfin, non, c'était il y a quelques semaines maintenant, mais une petite dizaine de matchs, je crois, il y avait eu 2 ou 3 passes qui avaient été faites à Rudy Gobert. c'est ça. Mais c'est quand même très très chaud pour deux joueurs qui sont dans le 5 majeur, qui sont ancrés. Est-ce qu'il y a un truc qui se passe mal? Est-ce que Anthony Edwards ne se sent pas bien? Est-ce que Rudy Gobert en fait n'arrive pas à s'intégrer et finalement on sent que ça va pas? Est-ce qu'il en fait moi le seul truc que j'attends c'est pas sympa à dire, mais qui est celui qui va demander son trade? Ou qui est celui qui va payer les pots cassés? Parce que pour moi en fait ça peut pas continuer comme ça. Et pour moi, ce qu'on pouvait considérer comme étant un gros pari sur le long terme, pour moi, si ça ne marche pas comme ça, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas et qu'il faut changer très vite. Tu peux pas avoir le luxe de te dire on va attendre une saison entière, voire un peu plus, pour voir ce que ça fait, de se mettre le groupe en branle, etc. Non, rien à voir. Là, tu as 3 joueurs qui sont calibre All-Star, et un autre qui a deux doigts de l'être, qui peut l'être. Tu peux pas te dire ça fit pas, faut qu'on attende, etc. Les derniers qui ont fait ça, c'était les Clippers. Regarde le marasme que c'est maintenant. Tu veux pas tomber là-dedans. C'est ça. Il faut changer quelque chose au plus vite. Que ce soit le coach, ça se trouve le coach peut en payer les pots cassés. Moi, je le conçois. Mais il y a un truc qu'il faut changer et vite, quoi. Faut pas rester là-dedans. Faut ajuster. Moi, je pense que les solutions, elles sont relativement. Enfin, après, ça se trouve, ils vont nous prouver que c'était une question de mise en rythme et que finalement tout va bien. Moi, j'ai vraiment l'impression que Gobert ne correspond pas peut-être au style flashy que pourrait avoir Anthony Edwards. Pourtant, Gobert, on sait que c'est un des meilleurs poseurs de pick and roll quand même. Est-ce que ça a trop parlé avant la saison? Est-ce qu'ils se sont mis la bourre, etc. Et que finalement, dans le vestiaire, ils s'entendent pas très bien? J'en sais rien du tout. C'est trop bizarre. C'est à voir. Et de l'Ouest, moi j'ai une autre déception à l'Ouest. C'est nos amis des Clippers que tu as mentionné, qui pour moi sont, malgré le résultat collectif plutôt encourageant, qui est en 11-9, sachant qu'ils étaient pas très loin de nous au début de la saison. Là, ils sont actuellement 7e, donc en play-in. Pour moi, c'est une déception monumentale parce qu'on les attendait très très haut. Alors je pense qu'ils vont monter en puissance petit à petit.
En tout cas, je le souhaite parce que, en fait, vu leur équipe, ils pouvaient avoir leur second unit. C'est une équipe qui peut taper les play-in à l'Est. Donc, On était beaucoup à les mettre en première. on était beaucoup à les mettre en premier parce qu'il y avait tout, en fait. Il y avait le retour de Kawhi, le backup qu'ils avaient était juste incroyable. On s'est tous dit, oh, c'est dégoûtant d'avoir une seconde unit comme ça, tu vois. Ouais, c'est ça, leur 5 et leur seconde unité pouvait faire un 5 potable en NBA, c'est dire. Et là, C'est justement, ça. moi je rebondis par rapport à mes joueurs enfin nos anciens joueurs qu'on a trade chez eux, à savoir Norman Powell et Robert Covington. Il y en a un qui est sorti de la rotation complet, qui est en 19 play de la part du coach, et l'autre qui est Crado, qui est sorti du 5, je ne dis pas de bêtises, qui n'arrive pas plus à mettre un shoot. Donc, C'est ça. ouais, est-ce que c'est un. À côté de ça, Kawhi, il joue quasi pas. C'est Paul George, c'est en dents de scie. Pour ce qui est de ces moments où il joue, et quand il joue, il y a des moments où c'est vraiment crado. On n'est pas beau du tout. Il y a Reggie Jackson qui arrive à porter la baraque. Il y a Et Ivica Luke Zubac qui Kennard arrive à aussi. faire des minima. Luke Kennard qui est très bon. Mais. C'est décevant, c'est Oh là décevant. là. Tu parlais de, pour ceux qui ne savaient pas, donc c'était Robert Covington et Norman Powell, parce que tu les as pas cités. Mais c'est vrai que c'était des arguments que j'avais notés. Pour moi, c'est deux grosses déceptions qui étaient pourtant l'un des plus grands braquages de l'NBA avec Dennis Schroeder pour Danny Green il y a quelques années. Mais c'est ça, en fait. Globalement, il y a un load management à la con. Kawhi, il a joué 20 minutes dans la saison. Alors, on sait que Kawhi, avec son oncle, on avait vu avec les Spurs, c'est C'est une Dallas, hein. histoire. Mais moi, en fait, il y a trop de choses qui vont pas. Comme tu as dit, Paul George, il est en dessous de ses standards. Ça reste correct. Il a plus de 20 points en 5-5, quelque chose comme ça. Mais bon, quand t'as pas Kawhi à tes côtés et que t'as un effectif comme ça, je suis désolé, mais moi, j'attends de Paul George qui nous a prouvé, que ce soit au KC ou même ailleurs, il est capable de planter une trentaine. Donc, moi, je sais pas ce qui se passe. Ça marche de temps à autre, mais bon, là, par contre, je parlais de calendrier bidon avec Miami. Alors, en termes de calendrier bidon pour les Clippers, permets-moi de te dire quand même les équipes qu'ils ont affrontées. Ils nous ont affrontés en début de saison. Ensuite, Sacramento, Phoenix, Oklahoma, New Orleans, Houston, San Antonio, Utah, Cleveland, encore nous, donc les Lakers, Brooklyn, Houston, Dallas, Détroit, San Antonio, Utah, Golden State et Denver. Ouais, t'as 1000 fois la place. T'as 1000 fois la place d'avoir un bilan 2 fois mieux que ça. Et tu dois être en 13-5, tu dois être en 14-4. Enfin, Leurs stats sont affreuses. C'est les derniers en termes de points marqués par match. Ils sont 23e en rebond par match, 26e en assist par match. C'est triste, hein, pour un effectif qui avait l'air si bon, si complet. Ouais. Les stars qui sont pas là, les stars qui sont pas au rendez-vous, et bon, le coaching, faut dire aussi les termes, je suis désolé, mais bon, on a toujours oui, vanné Tyronn Lue, mais bon, les là, deux. Je suis pas d'accord. Pour moi, un coaching, il est censé s'adapter, etc. Là, tu arrives à t'adapter quand même à être en 11-9 dans l'Ouest, qui est très très très, très serré, comme on le voit dans le classement. Ils sont très serrés. Le coaching est passable. C'est clairement pas lui qui doit être le plus blâmé dans l'histoire. Parce que t'as quand même tes deux méga stars que tu payes bonbons, qui sont pas là les 3 quarts du temps, quoi, en fait. Et du coup, tu composes avec une équipe qui est brouillonne, qui arrive plus à s'identifier, ils savent même plus qui ils sont. Et voilà, comme tu vois, je l'ai dit, on parlait tout à l'heure de Norman Powell et Robert Covington, mais c'est à l'image de l'équipe. C'est genre, c'est sur le papier, c'est une très belle promesse, c'est très beau, c'est très sexy, c'est très intéressant. Finalement, t'es déçu. Et du coup, t'es dans le cercle vicieux. Et heureusement qu'ils sont encore en 11-9, tu vois, ils sont pas perdus, loin de là. Mais oui, et puis ils ont la oh là main. là. Je pense que c'est une équipe, si on doit faire une prédiction, c'est une équipe sans aucun problème qui sera capable d'aller taper le top 3 de l'Ouest parce qu'ils ont les moyens à voir. En surprise à l'Est, il y en a quand même pas mal. Je pense que la plus flagrante, peut-être éphémère, ça va être Indiana. Moi je suis séduit, alors que pourtant De fou. ils veulent pas avoir mon Russell Westbrook, merde, mais ils sont en 11-7. Un bilan qui, dans un Ouest qui est relativement quand même compétitif, est très clean, sachant qu'ils ont un effectif très jeune. Si tu sors James Johnson de leur effectif, ils ont tous moins de 30 ans. Donc c'est quand même fou. Un bilan inespéré, moi je les mettais dernier du bracket, donc c'est pour dire. On a un Tyrese Stockton à Liberton. Je suis désolé, mais enfin moi
je suis à poil. Enfin, le mec est à 57 assists sur 4 matchs. C'est le meilleur passeur de la ligue, alors que c'est quoi? C'est sa 4e année. En plus, l'année dernière, Troisième. il est cop d'un trade. Ouais, ça doit être 3. Attends, je vais vérifier. Je crois que Troisième, je suis quasi sûr. Troisième, il Enfin, fait sa saison rookie, il fait une moitié de saison chez les Kings et il part à Indiana. C'est ça. Et il est juste formidable. Enfin, pour moi, c'est très fort. Juste un point sur ses stats, il est presque à 20 points, donc 19,9 points, 4,5 rebonds, 11,1 assists et 1,8 steals. Tout ça en 48, 38, 88. Patron, honnêtement patron. Alors on sait qu'il est pas, c'est pas non plus offensivement quelqu'un qui a une palette très très large. Il a quand même des pourcentages très clean pour son âge. Et tout ça accompagné d'un Bénédicte Mathurin qui, pour moi, à voir avec ce que va faire Paolo Banchero. Si les Pacers restent dans cette veine-là, pour moi, Mathurin, il peut clairement détrôner Paolo Ils sont Banchero. trois. Ils sont trois. Hein. Paolo Banchero, Jaden Ivey et Mathurin. C'est ça. Et Mathurin. Ben Mathurin, là, est très très bon. Il a la tchatch en plus. Hein. Il a le physique. C'est du Reggie Miller dans l'âme. C'est trop bien. Moi, j'aime trop. Là, je regarde ces 5 derniers matchs. Alors, juste ses stats, c'est 19,4 points. Donc, dans une saison rookie, c'est énorme. Luka Doncic, pour les Doncic sexuels, il devait être dans les mêmes standards. Il a 3,9 rebonds, 1,7 assists en 44, 42, 80. Et là, ces derniers matchs, il est à 20 points, 21 face à Minnesota, 22 face à Orlando, 12 face à Orlando et 15 face à Houston. Donc c'est pas des gros stats, mais pour un rookie dans un projet qui au début de la saison était un peu bancal, moi je suis fan. Petite pensée quand même à Duarte, a été écarté très rapidement au bout de je crois 9 matchs. C'est dire. Hein. Rajoute Duarte là-dedans. Putain. Déjà que Duarte l'année dernière était très séduisant. Mais justement, rajoute-le dedans en complet. Ils ont une ligne ils sont arrière. Ils sont premiers à l'Est. Let's go. Non, mais ils ont une ligne arrière de jeunes en termes de projet. C'est la question que je posais parce qu'ils ont quand même 2 pièces de trade qui sont. On parlait de Miles Turner en début de podcast, qui est quand même qui a régalé certaines personnes en TTFL, mais qui a fait des grosses perfs et qui a été aussi un artisan dans la victoire. Buddy Hield qui est très correct. Je pense pas que ça soit un projet sportif qui lui fit le mieux. Alors il court, il shoot, etc. Ils ont tous les deux belles stats. Je crois qu'ils sont en dessous des 20 points, mais ils sont dans la même veine que Mathurin et Haliburton. Je pense que ça aide beaucoup, mais moi la question que je pose, c'est est-ce que c'est ce qu'il faut pour Indiana, d'être aussi haut, d'être 4e de l'Est, sachant que la draft pour le moment. La draft va être tellement importante, il y a un pool de talents qui arrive. Est-ce que ne pas plutôt tanker, de jouer peut-être face à des grosses équipes et laisser aller face à des équipes intermédiaires pour perdre intelligemment sans forcément dégringoler et aller chercher d'autres talents, parce que il faut récupérer quelque chose pour Miles Turner, c'est sûr. Hield, pour moi, c'est un argument énorme, notamment par exemple chez les Lakers qui peuvent en avoir besoin, ou même des Warriors, même s'ils ne sont pas prononcés sur le sujet, ça remplacerait bien Klay Thompson vieillissant. En vrai de vrai, regarde du point de vue de Indiana, on en a souvent parlé en off, mais voilà, faut en parler ici. Quel intérêt tu aurais à le trade de suite? En fait, toi, tu n'es pas pressé. Tu es 4e à l'Est, pardon. Tu es très, très intéressant, très sexy. Tu as assez pour trade Turner et le but pour toi, c'est de récupérer un pivot jeune qui a assez de talent, qui soit intéressant. C'est pour ça qu'en vrai, un Wiseman dans l'idée, ce serait peut-être l'idée. Je suis pas fan, mais ça peut s'inscrire dans cette veine. Je sais pas, en fait, dans l'idée, qu'est-ce qui te pousse à vouloir trade Hield, qui en plus a un impact, qui joue pas trop mal, et que tu as encore pour l'année prochaine, tu vois, genre t'as encore 1 an à tirer avec lui s'il faut. Donc en fait, t'as pas d'intérêt. Pour moi, t'as pas d'intérêt, et pour moi, il ne devrait pas le trade de suite. Ah non, t'es pas pressé. Il n'y a pas d'urgence. T'es pas pressé, t'as pas d'urgence, et même au-delà de ça, s'il y avait une urgence, l'urgence à l'époque c'était d'avoir le projet Wemby. Là, le projet Wemby, il est un peu cramé. Hein. Ça va être chaud. Donc, non, tu t'en fous pour moi. Pour moi, j'ai vraiment cherché à trade Miles pour ne rien y perdre parce que ça fait des années que je suis là. Le reste, non, t'es très bien. T'es très bien. Ok. Est-ce que tu as des surprises à l'Est, toi? Ou une mention spéciale si t'as pas de. Les Bucks.
Les Bucks. Les Ok. Bucks pour moi sont ma surprise à l'Est, étant donné que c'est vraiment les joueurs, enfin l'équipe qui arrive qui clique très bien en fait, qui fait très dominante avec un Giannis qui est encore une fois n'est pas coutume, mais dans la course au MVP. Non de blesse au bandeur de Doncic, Les mais abrutis, il y là! est. Voilà, ceux-là, là, on est d'accord. On aime pas trop Doncic ici, mais voilà, on va essayer d'être objectif. Mais non, il est très bon, il est en puissance incroyable. L'effectif tourne trop bien. Budenholzer a des vrais systèmes qui marchent, leurs joueurs reviennent. Il n'y a pas de Connaughton qui est revenu là dernièrement et qui du coup leur fait du bien aussi. Ouais. Ils ont des joueurs, comme on le disait tout à l'heure, Grayson Allen par exemple, qui est dans cette vibe, qui est dans cette vibe et qui fonctionne très bien. Pour Lopez qui a ajusté sa mire comme jamais, contre nous, il nous a mis Ouais, des il est tirs royal, hein. du futur. Drew Holiday qui fluidifie le jeu comme personne. Bobby Portis qui régale en sortie de banc. Ils ont même leurs rookies, ils sont super intéressants. Genre ça clique de fou et on va le dire et on va le redire jusqu'à ce qu'il arrive, mais ils ont toujours pas Chris Middleton qui était All-Star. C'est vrai. Le moment où il revient, et en ce moment ils sont à deuxième à l'Est, ils sont très très bien. Ils se pressent pas. Si tu perds un match, c'est pas très grave. T'as aucune pression. Nous, on essaye d'étrangler Giannis pour l'arrêter. Le mec, il est quand même capable de nous éclater. Y a pas Ah de ouais. souci. Il est Et du coup, royal. bah non, pour moi c'est pas une surprise vraiment, mais s'il fallait se positionner de suite pour élire un futur champion, bah pour moi ce serait eux et je pense Ouais, qu'ils auraient de c'est très bons sûr. pourcentages de chance. Ah, ils sont trop complets. Et puis Giannis, enfin, je suis désolé, mais Oh, je il pense que éclate tout, mais c'est un malade mental. faut s'attendre à ce qu'il soit une nouvelle année défenseur et MVP. Et là, il pètera un record formidable parce que c'est quand même fort. À l'Ouest, j'ai une petite surprise. Elle est pas dingue, mais parce que je voulais pas forcément m'attarder sur le cas de Utah, qui est un terrain glissant dans le sens où on peut être sujet à la culture de l'instant et être déçu. Et c'est le cas un petit peu en ce moment. Enfin, déçu est un grand mot parce qu'on les attendait pas du tout là et ils sont très convaincants. Je voulais parler quand même de Denver, qui paye pas de mine. Ils sont quand même deuxième de l'Ouest, dans un Ouest, comme tu as dit, très 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 compétitif. Pour quand même rappeler, je mettrai à l'image, mais entre le premier et le 11e, il y a quand même 4 victoires d'écart. Donc c'est pour dire. Denver, un bilan collectif, ils sont montés un petit peu en puissance en plus sur les 10 derniers matchs. Le retour de Jamal Murray qui fait du bien, il était déjà revenu l'année dernière. Là, il a fait une quinzaine de matchs. Convaincant. Alors, on n'est pas sur le Jamal Murray de Gala qu'il avait pu avoir pendant ce run de playoff en 2020. Mais en fait, moi, j'ai envie de saluer quand même la prestation collective. Le travail de Mike Malone, si je dis pas de bêtises, c'est toujours leur coach. Ils ont quand même plein de joueurs, ils ont plein d'options. Et ce que je trouve cool dans l'évolution du projet Denver, c'est qu'ils ont réussi à signer des joueurs. Quand même, ils ont réussi à récupérer KCP, ils ont réussi à récupérer Bruce Brown. Il y a MPJ, critiquable, mais qui petit à petit en fait est en train d'accroître son pourcentage à 3 points et de prendre vraiment un rôle de sixième homme. Jokic qui lâche un peu la gonfle et qui est pas du tout dans une saison de MVP, même si Kia le met top 3. Mais ouais, il y a Ron Gordon qui progresse énormément et qui lui fait Pire du que ça, bien. je dis peut-être une bêtise, mais j'ai vu juste avant l'émission qu'il était à 62% au tir, je crois, un truc dans le genre dans la saison. Ouais, Ce qui est il est d'une très dinguerie fort. parce que le gars tire à 3 points, il fait évidemment des dunks, etc. Il fait beaucoup de jeux près du panier, mais oh là là, il est valuable de fou. Et en fait, ils font leur petit bonhomme de chemin, à se placer deuxième au milieu d'une ligue d'une conférence qui est très très serrée, très très compacte. Et ouais, non, ils sont vraiment chiants. Et ça peut cliquer. En fait, c'est dommage pour eux parce que bon, on vit la même chose chez nous à Portland, mais ils sont pas flashy. Du coup, ça fait pas parler d'eux tout le temps. C'est Mais ça. pourtant, ils sont là. Et ils sont là et regarde, ils sont deuxième au-dessus des Grizzlies dont on parle beaucoup, au-dessus de plein d'équipes, à savoir les Clippers, à savoir Utah, à savoir Minnesota, Golden State, les Mavs, les Lakers. Il y a tout plein d'équipes qu'on mettait largement devant pendant le début de la saison. Et C'est ça. finalement, non, ils sont en deuxième comme d'hab. Et j'ai l'impression que ça fait plusieurs saisons que c'est comme ça. Ils Plusieurs saisons sont, ils sont dans le lot. c'est l'eau qui dort. Et en fait, moi, ce que j'ai remarqué en me penchant un peu sur leur sujet, c'est que bon, bah, l'apport de Bruce Brown et KCP, comme je l'évoquais précédemment, elle est très positive parce que tu te retrouves avec deux 3&D qui sont
impeccable, enfin d'élite, parce que les gars ils sont tous les deux à plus de, je crois que KCP il a plus de 10 points et Bruce Brown il a plus de 11 points par match. C'est un collectif qui est bien huilé et Jokic, même s'il y a toujours ce rôle de, il est quand même en 22, 9,7, 8,8, hein. C'est un pivot, on Il est rappelle quand moins. même que Ouais, mais j'ai l'impression qu'il est moins dans le rôle de. il est moins dominant. Faut que je sauve l'équipe, etc. Non, ouais, mais il a pas C'est besoin. ça. Il a pas besoin. Donc en fait, il a déjà eu 2 MVP. Si j'en gagne un troisième, très bien. Il faudrait voir ce que ça donne sur la durée parce qu'il y a du monde qui toque à la porte. Ouais. Mais non, en fait, il a pas besoin de porter l'équipe. Tu t'économises, tu joues ton jeu, tu continues à faire tes bonnes passes, etc. Et tu fluidifie le jeu de l'équipe, mets-les tous en confiance. Là, tu vois que tu as un Aaron Gordon qui est en feu, tu vois qu'il y a un MPJ qui est en train de reprendre du poil de la bête, tu as un Jamal Murray qui revient de blessure. Envoie et tu t'en fous, tu les mets en confiance, tu fais dérouler l'équipe. C'est toi en tant que pivot qui fluidifie le jeu. Du C'est coup, ça. fais jouer les autres. Tu t'en Et fous. il Pas besoin. a de quoi distribuer parce que la stat, c'est quand même que ils ont 4 joueurs à plus de 16 points par match. Il est à 22. Jamal, Gordon et MPJ, ils sont à plus de 16 points par match. Et ils sont 6 en double digit parce que tu rajoutes KCP et Bruce Brown qui sont à plus de 10 points par match. Et ça, c'est fou parce que tu te dis qu'ils ont 6 gars qui, par match, ils vont te mettre la dizaine. C'est sûr, voire la vingtaine. Et en fait, t'as des menaces de partout, ça shoot bien en plus. Pour moi, il y a aussi un peu de ça avec les Suns, même si c'est plus un système Booker-centric, tu vois. Mais il y a un vrai... c'est une équipe, en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup et qu'il y a un peu moins, qu'il y a quand même un peu chez Boston et dans d'autres équipes. Mais je trouve que là, c'est le collectif qui prime et ça fait très plaisir. Donc c'était ma surprise à l'Ouest. Je sais pas si toi, tu as envie de parler des Portland Trail Blazers. Non, j'oserais pas tout de suite, mais à Pas la tout de limite, suite. vite fait une petite mention parce qu'on manque de temps visiblement, mais les Kings, je pense qu'ils méritent d'être mentionnés. Si je peux me la racler un petit peu, début de saison, je les mettais très haut, je disais qu'ils étaient très bons, très sexy, etc. Ça fait plusieurs saisons qu'ils deviennent très intéressants et à chaque fois ils ont des problèmes de coaching. Luke Walton, va crever. Les d'autres joueurs qui sont vraiment en deçà ou autres, ou où il n'y a pas assez d'impact. La saison dernière, tu trades Haliburton pour Sabonis, c'est un semi-fiasco, à Tu mon trades sens. Hield aussi, non? Tu Oui, trades tu trades Haliburton et les deux, Hield. bien sûr. Mais pour avoir Sabonis qui à l'époque était All-Star, donc ouais, en soi tu avais des doutes, mais au final tu récupères un très bon coach qui t'amène de la grinta, qui t'amène de l'envie en fait, et qui t'amène à un sens du jeu. Tu as des joueurs qui sont bouillants, t'as un Malik Monk qui est chaud comme la braise, t'as des défenseurs qui sont présents, et t'as un effectif, t'as de l'avenir, et t'as De'Aaron Fox qui est chaud comme la braise aussi lui aussi, et qui du coup se positionne, bon, il en est très loin, mais si je dis pas de bêtises, il est dans, il est dans la Kia MVP ladder, quoi. On en est là. Donc C'est pour dire quand même. non mais c'est chaud. Non mais pour de vrai, c'est très bien pour Il lui. est très très fort. Ça donne très envie. Et bah pour l'instant, Dieu les en préserve, mais Sacramento Kings, ils sont 6ème position à l'Ouest. Donc ça veut dire que là, ils vont même pas passer par le play-in. Si la saison s'arrêtait maintenant, ils seraient en play-off assurés et ils arrêteraient enfin leur streak de malchance. Et ils redeviendraient enfin, l'équipe qui n'est plus une blague en NBA. Et je pense qu'on en est beaucoup à en avoir très envie. Ouais, parce que ça couperait un peu une streak très négative. Et comme tu l'as dit, moi je trouve que le collectif, j'atteste, hein, en début de saison, il m'a bronzé les couilles quand même pour me dire que les Kings étaient forts. Moi j'y croyais pas Ouais. vraiment parce que c'était un peu. Enfin voilà, on avait l'habitude, mais c'est vrai que maintenant quand tu t'y penches, alors ils ont fait un run de 7 victoires et puis ils ont un petit peu esquivé quand même la Trash Talkers, donc ça fait plaisir pour eux. Même si là ils ont 2 loses d'affilée. Mais c'est vrai que tu te retrouves avec un 5 majeur qui est assez intriguant, avec du Sabonis qui fait le café, même s'il est critiquable. Je le critique beaucoup. Un Keegan Murray qui est très chaud, pour moi, je le trouve très très impeccable. Ouais. Werther, il est. Voilà. Par exemple, je l'ai oublié, putain. Mais dans l'explication, Kevin Durant lui-même, le grand Kevin Durant, a dit qu'il avait du Curry et du Thompson en lui. Et c'est dire. Non mais il est chaud bouillant. Et il doit beaucoup. Enfin, les Kings lui doivent beaucoup pour leur streak en fait. Et non, c'est trop bien.
C'est trop bien et c'est même ça récompense un peu des années de travail d'Aaron Fox ou même de Barnes qui ont tenu un peu la baraque dans les moments difficiles, surtout Barnes. Et puis bon, bah ils ont récupéré notre Malik Monk qui s'amuse, qui retrouve son copain d'Aaron Fox et puis mention aussi spéciale parce qu'on l'oublie, mais Off Night éteint toujours les lumières quand même. Donc Davion Mitchell toujours clean et je pense qu'il fait du bien en sortie de banc. Malik Monk et Davion Mitchell je pense font du bien. Après il y a quand même je pense un problème de profondeur de banc chez les Kings qui peut les limiter parce que c'est pas avec du Richon Holmes ou du Trey Lyles que tu vas aller loin je pense en backup mais Non, mais t'as de la marge, t'as de mais la tu t'en marge. fous. Il y en avait plein qui te mettaient hors play-in au début de la saison. Là, t'es carrément en playoff, tu sors d'une très bonne streak, tu deviens sexy en fait. Et c'est comme ça que certaines équipes ont commencé à avoir des streaks et ouais, à devenir sexy pour que d'autres équipes, pour que d'autres joueurs aient envie de venir. Les Phoenix Suns, avant que Chris Paul vienne, c'était la cata, c'était le même genre de blague dans la ligue pendant un petit moment. Mm. Et au moment, ils ont fait une très bonne run, ils ont été très sexy, très intéressants. Devin Booker s'est réaffirmé au même titre que ce que De'Aaron Fox fait maintenant. Ouais. Et c'est comme ça quand tu arrives à progresser. À un moment, tu fais un gros sacrifice pour qu'un gros joueur, un calibre All-Star, vienne chez toi. Et c'est bon. Et t'es lancé, et ça y est, t'es sexy, et tu commences à péter ta conférence. Ah, Pour moi, être je très leur souhaite. compétitif, ouais. C'est ce que je leur souhaite aussi, même si on leur a volé une finale de conférence, mais bah, je leur souhaite de revenir en playoff. Je pense que je mettrai au montage les gros tableaux pour montrer qui est où globalement, pour que les gens se fassent une idée. Si on doit faire une synthèse pour résumer un petit peu avant de passer à la prochaine chronique, les équipes qui s'écroulent, ça va être Utah Jazz effectivement qui passe de premier à 8e. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en débattre dans une prochaine émission, mais je pense pas que ce soit quelque chose de négatif pour eux parce qu'ils ont déjà prouvé. C'est pas très grave. Denver qui remonte un petit peu dans les standings, en tout cas à l'ouest, et puis Portland C'est très serré. qui redescend un peu, mais ça s'explique et je pense que tu auras l'occasion de nous en parler pendant une chronique. Et du côté est, Les ça Nets n'a qui pas remontent. forcément bougé. Il y a les Nets effectivement qui remontent. Je crois qu'ils ont perdu une place. Ils étaient 9e au début de la saison dernière, au début de la semaine dernière, et là ils sont 10e. Ah, my bad. Indiana qui reprend un petit peu. Cleveland et Indiana qui se replacent. Mais c'est vrai que ça bouge pas beaucoup. 4e chronique, le joueur de la semaine, Player of the Week. On fait conférence par conférence, on donne chacun notre avis. Moi à l'Est, c'est très simple. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est Giannis. Des statistiques affolantes, un résultat collectif qui est quand même là. Il finit la semaine où il y avait 3 matchs, il gagne 2 victoires. Enfin, ils font 2 victoires et une défaite. Juste un ordre de stats, quand même, il est en 37 points, 9 rebonds, 6,3 passes à 62% au tir. Je pose les bases. Il faut savoir que de l'autre côté du terrain, même si j'ai pas mis les stats de style et de bloc parce qu'il n'a pas été non plus rocambolesque, il est des deux côtés du terrain et il est juste incroyable. Enfin, pour moi, c'est incroyable ce qu'il est capable de proposer et il a une régularité. Il a fait best pick en plus. Donc, Giannis, t'es mon gars. T'es mon gars. Voilà. Et il a affronté donc Portland, Chicago et Cleveland. Il perd face à Chicago. Mais on l'a remarqué quand même quand il perd. Après, il s'énerve un petit peu. Quand il a perdu face à Philly et qu'il s'est fait un petit peu emmerder par le Cassos Montrezarel, il a quand même malmené Une échelle. la peinture de Portland, quoi. Il a malmené une échelle avant ça, puis ensuite il nous a malmené nous. On a tenté de l'étrangler, comme je le disais tout à l'heure, ça n'a pas fonctionné. Merci Winslow pour les travaux. Mais non, bah, ouais, quand il veut, il sait dérouler, il sait s'énerver, et en tout cas, nous, on n'avait pas de réponse. Et je crois que, honnêtement, très peu d'équipes vont avoir de réponse. Est-ce que toi, à l'Est, c'est la même chose ou est-ce que tu as un autre client? C'est vrai qu'il y a Tatum aussi qui a fait une... Exactement. Éventuellement, j'aurais choisi Tatum, qui est sur une saison calibre MVP pour changer de tous les joueurs dont on a parlé, mais qui arrive à porter son équipe assez haut pour la mettre première à l'Ouest. La première à l'Est, pardon, qui est dans une forme olympienne. Ça y est, il est à 30 points par match, il a quasiment 8 rebonds, quasiment 5 passes. Il est bouillantissiime. Ouais, C'est dommage, il s'est blessé dernièrement, il s'est tordu la cheville si je dis pas de conneries. c'est ça. Donc il sera pas là pendant un ou deux matchs si je dis pas de conneries, mais ouais, non, sinon il est là, et en fait il arrive
c'est lui qui porte l'attaque de Boston en fait, et qui leur offre tout le scoring dont ils ont besoin, qui leur offre une stabilité. Même il se défend très bien en défense aussi, moi je trouve. Non, vraiment, pour moi, il est clairement dans son prime, ça y est. Ok, Tatum. Mais c'est vrai que les Celtics, l'eau qui dort, mais voilà, Pierre qui roule ne vend pas la peau de l'ours avant. Avant la peau du curé. Eh oui, la peau du curé. À l'ouest, bah, faut le... Pardon. T'as fait la classique, la spéciale, là. Allez, je Ah oui, répète. la fameuse. Je répète la fameuse. Et oui. Et du coup, à l'ouest, bon, je vais faire mon petit placement. Je vais quand même mettre Anthony Davis en termes de joueur de la semaine à l'ouest, parce que même si les Lakers, effectivement, sont en fond de tableau et que même si leurs victoires ont été face à des équipes également de fond de tableau, il est en 3 victoires, 1 défaite, en 32,5, 17,5, avec 2,5 steals et 3 contres. Tout ça sur 4 matchs, tout ça à 66,8%. Je pense que il nous permet de respirer un petit peu et de nous rendre un petit peu de crédibilité et finalement de réendosser ce statut de All-Star qu'il avait oublié, parce qu'on rigolait un petit peu en mode AD All-Star, c'est à cause des fans. Mais là, s'il continue sur cette lancée jusqu'au All-Star Game, Anthony Davis a le mérite. On a trouvé la faille pour être All-Star Game. Hein. Il suffit d'être pote avec un mec des BTS et c'est fini. Il est pote des BTS, lui, maintenant? Non, je fais une référence à Andrew Oui, Wiggins. à Andrew Wiggins. Mais je croyais qu'il était. Je croyais qu'il lui aussi, ça y est, c'était fini. Oh, mais je pense qu'il peut clamer son dû. Et puis, bon, quand même, le Kia l'a mis top 8. Qui est MVP l'a mis top 8. Donc, si c'est pas de la culture de l'instant, ça. Oui, voilà, ça, c'est bien. Qu'est-ce que c'est? Mais un phare dans le marasme des Lakers, ça fait du bien. Ça fait plaisir aussi de le revoir à ce niveau-là. Mais non, je pense qu'il a répondu clairement aux attentes. Et même si là, il a été out hier face aux Spurs. Il remet un peu de rythme et il corrige toutes les erreurs que les Lakers ont fait dans les précédents matchs en ne lui donnant pas la gonfle suffisamment. Et là, bah, il fait ce qu'il faut et je suis très heureux. Est-ce que toi, à l'Ouest, tu as un autre candidat? T'as pas révisé, celle? Bah, du coup, moi, à la limite, ce serait Steph Curry qui arrive dernièrement, là, dans la semaine, à porter ses Warriors dans une streak, dans une grosse streak de 2 victoires qui sont en vrai de vrai, qui sont assez intéressantes. Parce que tu gagnes quand même contre Utah qui était dans une forme olympienne ces dernières semaines. Tu arrives à t'imposer, si je dis pas de bêtises, chez les Clippers, donc voilà, qui était dans pas dans une forme olympienne de leur côté, mais qui restait intéressant avec leur dernière victoire et même leur classement. C'est vrai. Non, en vrai, à part la grosse déconvenue que tu te prends lundi dernier face aux Pels, dans l'ensemble, Curry arrive à porter son équipe. C'est bah, les fans en sont heureux, mais c'est le rayon de soleil des Warriors, parce que lui est toujours aussi dominant. Il est trop fort, il fait tout ce qu'il veut. Il y a des scènes où il est en train de, bah, comme d'hab, hein, ses pré-games sont fous, parce qu'il est en train de s'échauffer tranquillement, il tire en train de courir, en train de faire des passes au pied et à la tête, et puis ensuite il reprend la balle, il la met, il regarde même pas. Sur Twitter, j'ai vu que tout le monde était en train de mettre des ralentis quand il tire, et tu le vois à chaque fois que juste après son tir, il est déjà en train de se retourner pour partir en défense, il regarde même pas le panier, parce qu'il sait que ça va filoche. C'est une dinguerie. Et il est sur sa forme de l'année dernière, il n'arrête pas. Et pour le coup, c'est encore plus dommage que personne n'arrive à le suivre dans son équipe, quoi. Totalement. Autre rubrique un petit peu plus funky, Exotic Player of the Week, on va dire une rubrique dans laquelle on va essayer de mettre en lumière des acteurs de certaines équipes qui ne sont pas attendus à ce niveau-là et qui, au cours de la semaine, vont s'exprimer en faisant parler d'eux en termes d'action, de statistiques. Je commence à l'Est. On en parlait tout à l'heure, donc c'est pas vraiment une surprise, mais c'est Tyrese. Tyrese Haliburton des Pacers, qui là sur 4 matchs, tu vois, il est sur 4 matchs, c'est 3 victoires, 1 défaite, il a 17,7 et 14,25 assists. Le mec, il est en double-double, mais c'est pas un double-double de peintre. Ouais, quoi, il est en train de mener la ligue. Il mène la ligue, comme on le disait tout à l'heure, il est trop fort, c'est dommage qu'en fait il soit pas meilleur au scoring, que ses tirs rentrent pas tous. Ouais. Mais non, sinon il est
il est chaud. Il est dans son élément, il est content, il a des coéquipiers qui croient en lui, visiblement. Visiblement, il est très à l'aise avec Mathurin qui est à côté. Son coach lui a donné 100% lui a donné carte blanche en fait. Donc, non, il est à l'aise. Il Oui. est dans son jeu et là on voit, parce que justement, après beaucoup de ballons passent par lui évidemment, mais on voit qu'un pourcentage de ce qu'il va être plus tard. Et c'est trop Totalement. intriguant, c'est trop bien. Il a un profil Magic Johnson, quoi. Sans Ah ouais, faire bah oui, de en étant. comparaison, mais En vrai, il oui, a... très élancé, très grand, très longiligne, très maigre, qui arrive à porter la balle assez vite, qui a vraiment, qui a un sens de la passe, etc., qui a un très bon QI basket. Non, en vrai, ouais, il manque plus qu'un shoot ou alors un vrai jeu au panier, etc. Et c'est non, à ce moment-là, tu es difficile à arrêter, très difficile. Totalement. Et à l'Ouest, un peu controversé parce que le bilan collectif ne parle pas de lui-même, mais c'est Anthony Simons. Ouais. Je sais que toi, t'es heureux, mais bon, Anthony, même s'ils sont en 1-3 là, sur les 4 derniers matchs, il prend quand même les clés de la franchise. Un peu plus que Jérémy, je trouve, même si Jérémy s'est exprimé face aux Knicks avec 44 points, mais bon, il y avait quand même 21 lancés. Anthony, c'est 27,5 points, 4,5 rebonds et 5,75 assists. Je trouve que c'est très clean pour un gars qui a embrassé un cercle et qui a Oh un là là concours là de là. Non, dunk je dis frauduleux. Mais non, moi je trouve que c'est... Déjà la saison dernière, il avait un petit peu enflammé l'équipe et le GM et puis le coach avaient dit non. Et on redescend un petit peu s'il vous plaît messieurs parce que nous on veut avoir un tour de draft. Moi je trouve qu'il est convaincant. Ça reflète pas forcément la forme actuelle des Blazers. Je pense que c'est un creux, mais je pense que ça annonce que du bon pour le retour de Lillard et pour un backup un peu plus enflammé, selon moi, que celui de Damien Lillard et CJ. Donc c'était mon joueur mon exotic player de la semaine, parce que je trouve qu'à l'Est, il n'y en a pas eu tant que ça et que c'était le plus criant en termes de statistiques. Je sais pas, toi je sais que t'es convaincu, je prêche un convaincu, donc ça se trouve t'as le même. Exactement. Mais... Non, mais en vrai, je vais pas le dire lui, ce serait trop dommage. Non, moi justement, j'aurais surtout pris Aaron Gordon, comme je le disais la dernière fois, comme je disais C'est tout à vrai. l'heure, pardon, qui pour moi est vraiment, bah, justement en fait, c'est-à-dire qu'en fait, je l'ai un peu suivi dans un délire malsain qui est qu'en fait, ça faisait plusieurs saisons avant ça que il était au Magic et que le trade qui semblait évident pour tout le monde, chez tous les journalistes pour Portland, c'était de trade CJ McCollum pour Aaron Gordon. Mhm. Et du coup, je l'ai un peu suivi, etc. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait, et honnêtement, heureusement, parce que je sais pas s'il aurait été du même acabit, etc. Mais et en plus, du coup, entre temps, on a réussi à avoir Jeremy Grant. Mais non, finalement, il est ultra précieux, ultra valuable. On s'attendait tous, enfin, on l'avait tous en tête plus ou moins comme un dunker qui arrive de temps en temps à mettre 3 points. Là, il s'est méga affirmé. Il est un très bon défenseur. Il rentre beaucoup de ses tirs, il se déplace très bien, il attaque très bien le cercle, il fait tout ce qu'il faut. Ouais. Et du coup, il est ultra précieux. Et je pense que si ce n'est pas Jokic, en tout cas pour moi, c'est l'instigateur de la grosse remontée des Nuggets qui, a priori, partait pas très bien. Et du coup, Totalement. non, pour moi, il est super précieux. Et non, bravo à lui, bravo aux Nuggets pour avoir réussi à voir ce joueur dans les meilleures conditions qui soient possibles. Totalement. On passe vite sur le point sur la course qui était notre 6e rubrique qui consiste à chaque semaine changer sur les différentes courses qui peuvent exister: MVP, Six Man of the Year, Coach of the Year, Rookie of the Year, Defensive Player, MIP, et puis MVP, si je ne l'ai pas déjà dit. Donc aujourd'hui on va parler des MVP parce que c'est vrai que ça fait un petit peu parler en ce moment, les Kia qui nous sortent des ladders complètement vomitifs, enfin, ça me donne envie de chier partout. Coupé, mais Coupé. ou même enfin on a vu une tonne de classements qui étaient abominables. Pour moi, le plus cohérent que j'ai vu, c'était celui de Nico Trash Talk. Donc je pense qu'on va partir de celui-là pour peut-être en refaire un. Je sais qu'on en avait parlé en off. Pour moi, en top 1, ça se bataille, que ce soit Tatum ou Antetokounmpo. Voilà.
Premier et deuxième, je m'en fous un petit peu de l'ordre. Moi, en ce moment, je mettrais plus Giannis sur les dernières performances de la semaine. Je le mettrais premier. Mais Tatum a totalement les arguments. Je sais qu'on est tous les deux d'accord sur ça. C'est mon avis. Pour moi, Ouais, tout à fait. les deux sont indiscutables tout en haut. En troisième, alors même si nous, on le déteste. On l'aime pas des masses. Doncic, il est quand même. Il est quand même convaincant individuellement parlant. Après, on parle d'un gars qui est 11e. Donc c'est pour ça que moi, je peux pas le mettre en 3e position, même s'il a fait un début de saison où on est là Trop impressionnant. à Ouais, le ouais. comparer sur Voilà. Jordan. Il fait que des matchs à plus de 30 points. Il est formidable. Faut quand même noter qu'il a un pourcentage au tir et à 3 points surtout qui est dégueulasse. Après, les stats parlent d'elles-mêmes, mais parce qu'il a aussi beaucoup le ballon. Et collectivement, ça ne marche pas plus que ça. Il est en 9-9. En vrai, de vrai, on témoigne juste de la dernière image du match d'hier. Ils sont dans le money time, ils ont besoin de marquer un dernier panier et du coup c'est Lucas qui a la balle, il reste quelques secondes, il la file à ses coéquipiers, je ne sais plus qui c'est qui a la balle entre temps, mais je crois que c'est Dorian Finney-Smith qui se retrouve avec la balle, qui fait la passe à l'intérieur, alors qu'en fait il fallait un 3 points. Le joueur des Mavs en question, qui devait recevoir la balle, était déjà en train de s'écarter vers la ligne des 3 points. La balle est perdue, terminée. Et en fait, Totalement. c'est à l'image de ce coaching calamiteux de Jason Kidd. Mais non. Le coaching, hein, franchement. Bon, écoute, il était bon l'année dernière en soi, mais non. C'est un dangereux criminel. La perte de Jalen Brunson fait vraiment du mal, on le voit, parce qu'il semble vraiment plus seul que jamais. Totalement. Et pourtant, il a du monde. Il a du monde qui arrive à très bien tirer à côté. Pourtant, ça tire énormément, justement. Ils ont des défaites qui sont énormes parce qu'ils perdent beaucoup de. Ils tirent énormément à 3 points. Ils tirent plus à 3 points qu'à 2 points quasiment. Ouais. Et il y a beaucoup de tirs à 3 points qui sont des déchets. Mais visiblement, c'est l'idée autour, c'est ce qui implique un jeu avec Luka Doncic. C'est du David Bertans qui tire, c'est du Maxi Kleber qui tire, c'est Christian Wood qui est entre les deux, soit entre la raquette, soit entre le tir, mais voilà, il est dans l'idée. Spencer Dinwiddie qui tire comme jamais, Reggie Bullock qui a pas la mire en ce moment, mais qui tire. Du Tim Hardaway Jr. qui tire comme un cochon. Du Josh Green qui prend ses responsabilités et qui arrive à tirer ou aller au panier. Dwight Powell, c'est plus ou moins la même chose. Non, en fait, c'est l'idée. Et du coup, c'est beaucoup de joueurs qui tirent, on pourrait y voir quasiment du D'Antoni en fait. Ah oui. Et en fait, c'est l'idée. Et est-ce que c'est un jeu qui plaît à Lucas? Visiblement, oui. Est-ce que c'est un jeu qui gagne? Pour le moment, non. Après, l'avenir peut tout à fait les Totalement. changer, etc. Mais pour l'instant, il n'a pas les armes. Hein. Bah pour moi, il mérite. En tout cas, il pouvait être prétendant la semaine dernière, parce que je crois que si je dis pas de bêtises, Dallas, ils étaient 9e, donc c'était en 9-7. Là, ils sont en 9-9. Leur semaine, là, ils sont sur une losing streak de 3. Moi, Doncic 3e, ça me dérange. Je comprends qu'on soit fan parce qu'il y a des statistiques, mais si on doit récompenser quelqu'un, je dirais plus un Devin Booker et un Donovan Mitchell en 3e position, parce que c'est des gars qui ont quand même une équipe première de l'Ouest et l'autre 3e de l'Est, qui font des stats qui sont très correctes. J'aurais plus tendance à mettre Devin Booker 3e, parce que faut récompenser quand même ce qui a pu être il y a quelques semaines un marasme un petit peu, avec, même si Ayton s'est réveillé, il y a eu quand même la blessure de Cameron Payne et puis Non. Cam Johnson, Coupé. pardon. Cam Johnson et de Chris Paul. Et je trouve que finalement, ils arrivent quand même à s'en sortir. Il est emmené par un collectif. Je veux dire, il y a Michael Bridges, il y a Cameron Payne, etc. Il y a DeAndre Ayton. Mais pour moi, Booker, le mettre 3e, c'est pas déconnant. Doncic, en fait, pour moi, il doit être dans le top 5. Quand même. Pour moi, il doit être top 3, justement. Parce que Doncic, les stats sont. Ouais. Pour moi, les stats en fait sont folles. Bas, en fait. Pour moi, les stats sont folles, les stats sont incroyables. Il porte l'équipe comme jamais. Là, il a l'air. Enfin, non, justement, il porte pas l'équipe, mais il arrive à les porter offensivement, en fait. Ouais. Et c'est ce qui leur donne un minimum de punch, en fait. Ils sont la deuxième attaque de la NBA. Ouais. Non, ils sont vraiment bouillants. Et enfin, il est vraiment bouillant. Et en fait, il fait tout ce qu'il veut sur le terrain. Et pourtant, il est jeune, mais il a les clés et il fait ce qu'il veut.
Le truc, c'est qu'il n'est pas bien coaché, il n'est pas bien entouré, et ça n'a pas d'autre jeu que du hero ball. Alors évidemment, le hero ball, ça peut fonctionner à certains moments, mais quand ça marche pas, bah Lucas, il fait la gueule. Et c'est là qu'est tout le problème en fait. Et du coup, à voir combien de temps ça va durer avant qu'il y ait du changement, que ce soit par le front office pour lui apporter un peu de cohérence autour de lui, soit par lui pour se dire bon, il faut que je me calme. C'est bien beau les stats, mais à un moment, qu'est-ce que je préfère entre faire le All-Star Game parce que j'ai des belles stats, ou tout simplement aller en playoff et ne pas gâcher une année. Totalement. Mais on est d'accord que moi, je sais que je le mettrai pas top 3 actuellement, juste après cette semaine. S'ils font un streak de 5, bien sûr qu'il remontera. Mais c'est vrai qu'après, pour moi, les deux autres larrons qui méritent leur place, c'est Booker et Mitchell. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment récompenser certains joueurs comme Shai, Oui, évidemment. comme Curry, qui font, même Kia veut récompenser Anthony Davis parce qu'il y a des gros stats. Pour moi, c'est pas suffisant. D'accord, ça fait des gros stats, mais pour moi, jusqu'à preuve du contraire, le dernier MVP qui était contestable, c'était Westbrook. Il était 6ème, parce que dans l'MVP, il y a aussi le bilan collectif. Oui, mais lui, il a été élu MVP. Il a été Là, élu MVP Luka totalement. Doncic, pour moi, il a une longueur de retard, mais une belle longueur de retard sur les deux autres devant. Donc c'est pour ça qu'en fait, pour moi, il mérite d'être mentionné, il mérite d'être top 3, parce que c'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Ouais. Mais il est très loin d'être premier et il ne le sera pas. Donc en fait, c'est là toute la différence avec Westbrook qui lui l'a été. Et, Totalement. Mais donc, non, voilà. mais je parlais surtout pour les gars comme Shai, Curry, Davis, et puis je sais plus parce que les brackets changent tellement, on nous sort des nouveaux noms à chaque fois qui sont à vomir. Mais même Morant, tu vois, Morant il a été absent trop longtemps. Même il faut quand même parler aussi parce qu'il a été un petit peu écarté. Mais ton Damien Chéry qui avait fait un début de saison incroyable et il a été trop longtemps écarté, et puis c'est surtout un bilan collectif, même si là il est plus trop au rendez-vous, mais il y a plein de joueurs qui ont des mentions spéciales, mais pour moi le top 5 il est indéniable, c'est du Giannis Antetokounmpo qui importe la place. Moi actuellement je sortirais Doncic pour mettre un Booker et je mettrais Doncic 4ème et après Mitchell. Pour moi c'est les 5 joueurs qui individuellement nous régalent, portent leur équipe tous d'une façon ou d'une autre, et après je m'amuse pas à faire jusqu'au 10ème parce que petit 1 on n'a pas le temps et petit 2 si c'est pour placer des noms à dormir debout juste parce que ils ont mis des points pendant un match, ça va 2 minutes. Mais bon, on est d'accord au moins sur ce point là. Pour nous la course au MVP il y a 2 gars qui sont devant et j'aurais même tendance à dire que Giannis laissez-lui un tout petit peu de temps pour repasser premier de la conférence Ouest avec Middleton et c'est un dragster quoi. Point sur la TTFL. Alors, ta semaine, comment elle s'est passée en TTFL? Pour ceux qui connaissent pas la TTFL, c'est la Trash Talk Fantasy League. C'est comment l'expliquer simplement, parce que je suis une merde pour expliquer ça, mais disons que c'est que tous les soirs, vous devez choisir un joueur dans une équipe qui va jouer, et le but c'est qu'il fasse le plus de points. Les points, ça va être comptabilisé par son nombre de points, son nombre de rebonds, de passes, de contres, d'interceptions, également de lancers francs marqués et de paniers marqués. Et tout ça va être soustrait par des malus qui vont être les ballons perdus, les fautes personnelles et les lancers qui ne sont pas rentrés et les tirs qui ne sont pas rentrés. Et ça, il faut le faire tous les soirs. Une fois que vous avez choisi un joueur, il est plus disponible pendant 30 jours. Là, on est à la 6e semaine. Et je vous mettrai à l'écran nos 2 résultats respectifs. Moi, cette semaine, elle se passe bien. J'ai fait 2 best picks. Un petit. Mais j'ai fait Antetokounmpo et Jokic. Bon, ils sont revenus, j'ai pas hésité. J'ai pas hésité, franchement. Alors moi j'ai eu que Jokic en best pick, mais ouais non, au final j'ai eu une bonne semaine aussi. Alors mon classement de base est dégueulasse parce que depuis le début de la saison, j'ai eu peut-être 5-6 no picks, un truc dans le genre, et des tout premiers picks qui étaient calamiteux. Je sais pas pourquoi, à un moment je me suis dit ouais, voilà, le nez creux, c'est en fait 3e soir, très mauvais joueur. Je me dis, let's go, je vais mettre Norman Powell. Et du coup, ça n'a pas marché parce qu'il a mis 19, quelque chose comme ça. et non, c'est pas été bon sur le moment. Mais t'as été 22 millième, voilà. Là t'es 15 000. Voilà, par exemple. Voilà, je pars de bas et puis je vais te battre. Mais voilà, c'est l'idée. J'ai eu du bon. Heureusement que les cadres sont revenus parce que quand même du Jokic et du Antetokounmpo qui me mettent à eux deux 74 et 65. C'est vrai que toi, Antetokounmpo, j'avais regardé parce que je me dis putain, lui aussi il va avoir les 5 best picks, mais c'est parce que je crois que c'est Bam Adebayo ou DeAndre Ayton. Je crois que c'est Bam, il est genre à 68 points en TTFL, pour aucune raison il s'est réveillé.
et Giannis était à 65. Ah, peut-être. Moi, en termes de classement général, là, je suis bien, je suis 1107ème, j'ai perdu 109 places hier, parce que Doncic n'a pas fait une super perf. Bon, quand même 43 points, hein, c'est quand même correct. Mais je crois que mon record, moi cette saison j'ai toujours été bien, j'ai toujours eu le nez fin, j'avais le pif quoi. C'était la première Et je saison. suis, ouah, c'est vrai. Chance Mais débutant, voilà. bah non, j'ai déjà commencé il y a 2 ans, mais j'avais pas fini. Mais je crois que mon meilleur classement, ça a été top 400. Top 400 et après j'ai été conseillé par Enzo qui m'a dit Bébou, ça te dit de prendre Tyrese Maxey parce qu'en fait je veux pas que tu prennes Domantas Sabonis, sinon c'est pas drôle si on prend les mêmes pics. Il Ah a ouais, fait on est 13 tous points. d'accord. On est tous d'accord. T'as été best pick, j'avais le seum. Ouais, c'était drôle. Le point TTFL est terminé. Je vous invite, si vous ne connaissez pas le jeu, il est jamais trop tard, même si la saison a déjà commencé, à vous amuser, pas pour le classement général, mais à faire des bons pics. Et on termine avec, je pense pour cette émission, notre dernière rubrique, qui est tout simplement comment vont tes Blazers, Enzo? C'est compliqué. On se remet de l'absence de Lillard. On a du mal. Début de saison, on a été très flamboyant, très, très clinquant. On était premier de l'Ouest. On était la surprise pour le coup de ce début de saison. On arrivait à le gérer même après l'absence de Lillard, parce que Lillard a une première absence parce qu'il s'est blessé au mollet. Donc on a une très belle streak parce que Jeremy a pris ses responsabilités, Josh Hart a réussi à gérer. On mettait des buzzer beaters de partout. On a eu un super effet de groupe, etc. Ça se passait trop bien. Et finalement, Lillard s'est reblessé. On a pas mal reperdu. On a eu une streak de 4 défaites d'affilée qui nous a fait mal parce qu'en fait on ne se reconnaissait pas. Les Blazers qui sont très bons en défense mais qui sont mauvais en attaque, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Et ça fait mal parce qu'on voit que justement en attaque c'est brouillon. On joue beaucoup sur Jeremy qui a un talent monstre que je ne soupçonnais qu'à peine. On joue beaucoup sur Anthony Simons qui a beaucoup de déchets au tir, mais au moment où il prend feu, et ça arrive au moins une fois par match. Et du coup, il est très valuable. Josh Hart qui malheureusement n'attaque pas du tout. Il fait en fait le boulot que tu aimes bien, c'est-à-dire il prend beaucoup de rebonds, il est très impliqué, il bouge beaucoup, il défend, il est là. Mais en attaque, il ne prend quasiment pas de tir. C'est très dommage. Nurkic par contre, qui est très bon et qui justement il est à 50% à 3 points, ce qui est un truc de fou parce qu'il doit tirer 1 ou 2 3 points par match, si ce n'est C'est plus. fou ça. Non mais en vrai de vrai, moi je suis sur le cul et je suis trop content parce que Nurkic, faut savoir, moi j'ai un maillot, hein, moi j'aime beaucoup Nurkic. Ah, c'est qui te l'a offert? C'est ma sœur. Ah. Et du coup, non mais du coup je suis, non en vrai de vrai c'est bizarre. On est dans un entre-deux où on se dit bon, on a gagné le dernier match, mais c'était au forceps parce qu'on a gagné avec plusieurs records, c'est-à-dire Jeremy Grant record de points en carrière, Josh Hart record de rebonds en carrière, et Jeremy Grant a battu le record de franchise de lancers francs pris marqués et pris. C'est très galère et en plus on gagne en overtime alors que RJ Barrett était pas très bon. Non vraiment on se fait cuisiner assez facilement. Alors après on a joué beaucoup de cadors, hein. On a eu un début de calendrier très très chaud. C'est pour ça que je m'inquiète pas pour la suite parce que fin de saison, même dès le milieu de saison, on va affronter beaucoup d'équipes qui vont commencer à tanker, qui vont commencer à vouloir vraiment perdre. Et du coup, pour nous, ce sera limite une promenade de santé en se reposant pour les playoffs. C'est pour ça que je me fais pas trop de soucis. Mais sur le coup, là, tu commences à avoir des doutes, sachant que le début de saison partait vraiment avec des feux d'artifice, on était tous chauds. Là, ça nous a mis une bonne clim, hein. On est passé de premier à 9e, ça fait mal. Donc là, on est 6e parce que l'Ouest est très concentré. Mais bon, on verra. Attendons ce que ça va donner. Attendons de voir si on n'a pas d'autres blessures. Attendons de voir si Lillard revient bien, si Gary Payton 2 va enfin arriver. Attendons de voir même si Keon Johnson vient comme il faut. Parce que même si on a des doutes, son apport au scoring sur le banc, il nous est crucial. Visiblement, c'est ce qu'on veut parce que justement, il y a des premières rumeurs de trade qui arrivent autour de Jordan Clarkson, etc. Mais parce que visiblement, c'est ce qu'il nous faut en fait. Il nous faut du scoring hors du banc parce que du Winslow, du Watford, du Eubanks, en fait, c'est notre meilleur scoreur hors du banc. Et c'est triste. Et Shadon Sharp, qui est flamboyant de fou, on l'adore tous, n'a pas assez de ballons et ne tire pas assez.
Donc en fait, on a du manque. Donc en espérant que ça change prochainement. Et toi, Nico, comment vont tes Lakers? Alors, mes Oh petits là là. Lakers, on va pas se mentir, c'était la merde. C'était la merde en début de saison, on s'est fait bien moquer, bah bon, à raison, c'est de bonne guerre, hein. Nous, on a 17 bagues, il y en a qui en ont pas, mais Ah, puis il y en nous, a on qui en ont... a une. C'est vrai, vous en avez. Bon, après, c'était un pédophile, hein. Coupé, c'est faux, c'est même pas vrai. Oui, c'est faux. Non, mais c'est même pas vrai. C'est même Mais pas non, c'est pour de vrai. complètement faux. C'est juste un hippie. Oui, voilà. C'est Tous un les hippies pédophile, sont t'es malade, pédophiles. quoi. Bah, voilà. Moi, je dis femme. Mais sinon, pour revenir sur le cas des Lakers, c'est vrai qu'on a fait une entame de saison. Alors, on n'avait pas un calendrier facile, en étant honnête, hein. Les 10 premiers matchs, c'était pas les plus simples à chercher. On a eu cette losing streak qui, je pense, a fait énormément de mal au mental de toutes les individualités des Lakers, parce qu'on commence en 0-5. Alors on affronte quand même les champions en titre, les Clippers, Portland, Denver et Minnesota, qui étaient des équipes qui étaient toutes... Enfin, Portland c'était la surprise, mais elles étaient toutes annoncées en playoff. Alors que nous, on avait quand même des doutes, parce que à l'intersaison, c'était pas non plus un gros travail qu'avaient fourni LeBron James et Rob Pelinka pour être compétitif. Et on a eu beaucoup de mal. Jusqu'à il y a pas longtemps, on était en 2-10. On avait énormément enfin, c'était des soucis mais monumentaux, que ce soit, on avait un petit peu d'intensité défensive et de grinta dans les 5 premiers matchs qu'on a totalement perdu dans la deuxième losing streak. On a eu un match à l'arraché avec un Matt Ryan, homme de Totavel, qui d'ailleurs, c'était les seules minutes qu'il a joué de sa saison. Il nous a mis une filoche, il nous a permis d'arracher la victoire en overtime, mais c'est tout. Parce que sinon, les Lakers, jusqu'à il y a 5-6 matchs, c'était vide, c'était totalement vide. On s'est pris des cartons. Utah Jazz nous a mis 280 points en 2 matchs. Ouais, c'est ça. Non, 270 points en 2 matchs. C'était une branlée monumentale. Rien de positif. AD qui était en dessous de ses standards, donc c'était très très compliqué. Moi, j'ai toujours eu espoir. Il y a eu quand même un petit creux quand on se prend cette deuxième losing streak, parce que même si Westbrook, pour ceux qui n'ont pas suivi, mais Westbrook, 47 millions à l'année, est en route pour son titre de 6e homme de l'année, hein. Il a été mis sur le banc et c'est d'ailleurs la seule. Pour moi, c'est une des choses positives qu'a fait Darvin Ham en termes de décision, et je salue Westbrook pour sa maturité. Même si les derniers matchs, c'est un peu en deçà de ce qu'il a pu proposer au cours de la saison. Les Lakers, ça vit mieux. Les 6 dernières rencontres, là, on est en 5-1. Alors, c'est critiquable parce qu'effectivement, on a affronté Détroit, San Antonio, Brooklyn et Phoenix. Donc, il y a des victoires qui sont faciles, supposées faciles, parce qu'on a quand même eu un petit peu de mal à certains moments. Triste à dire. On a quand même des choses, je dirais, positives. Pour les fans des Lakers qui pourraient potentiellement nous écouter, il y a quand même des choses positives. On a retrouvé Anthony Davis, qu'on aimait bien, qui pouvait être l'Anthony Davis des New Orleans ou même de la saison du titre. Russell Westbrook qui... ces petits accidents de début saison où mentalement ça allait pas, et puis même sur le terrain c'était cata, n'est pas aussi wash qu'on pouvait le penser. Il arrive à être efficace en sortie de banc, donc c'est normal, parce que bon, tu casses la gueule à des secondes units, donc c'est le minimum qu'on attendrait de toi, mais finalement c'est une arme un petit peu entre guillemets redoutable à notre niveau, parce que si on commence à marcher et que Russell Westbrook n'est pas tradé avant la deadline ou même après la deadline et qu'on le garde, ce qui pour moi est quelque chose qui est relativement impossible, mais bon, Rob Pelinka peut nous surprendre. Ça fait du bien parce qu'il apporte un petit peu de couleur à notre jeunesse, et dernièrement on a eu l'arrivée de Dennis Schroeder qui a fait un gros match parce qu'il était dans le 5 majeur, vu que notre ami Pat Bev a décidé de se retrouver à Baltimore et d'avoir un 9 mm dans le calbar en poussant DeAndre Ayton gratuitement. L'arrivée de Bryant et Schroeder fait quand même un peu de bien, apporte de la profondeur au banc. Le retour de LeBron James, qui était absent des parquets depuis 5 matchs, a fait une grosse performance avant-hier et hier, et surtout hier à 39 points. Donc il y a du bon, on se retrouve toujours avec des profils un petit peu à la con, mais même si je l'aime beaucoup, Skywalker aka Lonnie Walker, l'inverse, Lonnie Walker aka Skywalker, qui, à l'image de Malik Monk la saison dernière, score, parce qu'il y a toujours des ballons pour un troisième larron dans le 5 majeur, et il est très convaincant, c'est un pur slasher. Et j'aimerais bien qu'il reste chez nous, mais c'est le genre de mec qui va être tradé, qui va pas signer chez nous l'année prochaine et qui va signer dans une équipe un peu plus compétitive, parce que il y a du dunk, il y a de la défense, il y a du shoot.
Globalement, on a retrouvé notre shoot. On est sur un bon rythme. Il y a des joueurs que j'aimerais quand même saluer, comme Austin Reeves, qui, même s'il n'arrive toujours pas à prendre les écrans correctement quand il est en défense, il apporte beaucoup. Il apporte un petit peu de fraîcheur, de créativité. Et on commence à... Je pense que le travail de Darvin Ham et puis même du collectif, disons, on va pas dire que le collectif vit bien, mais il vit mieux en tout cas. Je pense que ça peut annoncer des bonnes choses parce que ça sourit, ça commence à se check. Je veux me donner une mention spéciale à Wenyen Gabriel qui retrouve le... Enfin, il a toujours eu le sourire et franchement, il donne vraiment du panache un petit peu à l'équipe parce qu'il retrouve sa place de poste 4. Qui il met du jeu. Alors, c'est pas un joueur qui a des qualités techniques formidables, mais il a des qualités physiques qui sont très précieuses. Ça prend des tirs de temps en temps, ça se bat, ça va, il y a du hustle, ça cherche du rebond, c'est là où alley-oop, ça apporte de la hauteur et de la verticalité, et c'est ce qu'il nous faut dans le jeu des Lakers. Donc globalement, un collectif qui vit mieux. On est en 7-11. On va affronter les Pacers et on va vous affronter pas dans votre meilleure forme, donc ça serait 2 matchs qu'on pourrait intelligemment prendre à l'approche du mois de Noël en arrivant en 9-11, en n'étant pas si ridicule que ça. Il y a des choses à changer, mais il commence à y avoir un petit peu d'extra pass, des connexions qui se font entre certains joueurs. Je pense à Westbrook avec AD ou LeBron avec AD, et Westbrook d'ailleurs avec tous les jeunes du banc, qui arrivent quand même à créer et à tourner à plus de 8 passes par match, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vais retourner voir ses stats, mais il a 7,4 passes par match, donc ça fait du bien aussi. Il y a un projet qui commence à se créer, donc on va payer les pots cassés. Il y a du retard évidemment sur toutes les autres équipes parce qu'on a fait un début de saison en 2-12, mais si l'équipe arrive à garder et à prendre cette dynamique sur une pente ascendante, ça peut être une équipe qui vise le play-in. On le rappelle, il faut absolument ne pas être dans la loterie parce que notre pick sera donné gracieusement à nos amis des Pélicans. Donc on a un petit peu sur la sellette, le couteau sous la gorge, mais mes Lakers vont mieux. Ça serait la réponse que je donne. Magic Johnson a le sida. Je crois qu'on a fait le tour, mon brave Enzo. Bah ouais. On vous remercie d'avoir écouté. C'était la première édition du Rip Show. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures avec Babouche et Dora. Let's go! Muchas gracias, let's go Diego! Livre dans sa tête. Nique les salopes qui parlent en strat. Exactement, on est d'accord. Ah, Skip du pop.